référentiel aussi, effectivement. Voilà. Autant on arrive à imaginer ce sont des victimes, mais comprendre pourquoi l'homme arrive à ce stade-là, à ce stade de cruauté, de violence, c'est intéressant de comprendre, c'est essentiel aussi. Ce sont des hommes qui ont vécu des violences aussi dans leur enfance. Témoins de... C'est pour ça que c'est catastrophique vis-à-vis de l'enfance, c'est que ça fait le vivier des futures victimes de violences. C'est-à-dire qu'on retrouve chez les victimes des gens qui, dans leur enfance, ont vécu des violences. Donc ils sont partis, des gens qui sont victimes, qu'on arrive à séparer de l'auteur, qui arrivent à se séparer de l'auteur, qui redeviennent victimes. Alors, il y a comme un tropisme voilà, qui s'inscrit dans tout leur parcours de vie. Quoi. Donc il y a des femmes qui ont l'impression qu'elles sont faites pour être victimes. On constate, hein, c'est factuel, qu'on a l'impression, voilà, elle a enfin sorti après 10 ans de galère, et parce qu'on a quelqu'un, elle redevient victime. C'est bizarre. Comme si elle avait, c'est pas elle qui génère la violence, mais elle a tendance à se rapprocher, se conduite donc d'un danger, de mise en danger, à se rapprocher d'hommes potentiellement auteurs. Et ça c'est vraiment très peu. Je vais répondre à autre chose que j'ai vu en premier, mais je me suis... Émancipation. Oui, la laïcité, ok, moi je suis un peu toxique sur la laïcité parce que ça me gonfle, on parle de laïcité toujours vis-à-vis de l'islam, ça m'énerve. Mais on commence par la laïcité, ok, mais on parle tout le temps. On commence là, aujourd'hui, on parlait sur le droit des femmes, sur l'égalité des femmes, c'est devant nous, c'est au quotidien. Là, il y a de quoi faire, il y a du boulot pour plusieurs années. Plutôt que de toujours dire mettre la laïcité vis-à-vis d'un truc, parce que ça correspond bien à toute leur violence politique et machin. C'est ça qui m'énerve dans l'utilisation de la laïcité. Si on veut vraiment faire de la laïcité, on commence tout de suite. Oui. Alors, moi je voulais... Donc moi je voulais aussi répondre à ce que tu disais, François. En fait, je dirais avec Aragon que la femme est l'avenir de l'homme. Évidemment, on ne divisera pas l'humanité en deux, hein, a priori. De l'homme, de l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, le combat pour l'émancipation des femmes, en plus d'être une nécessité, en plus de n'être que justice, c'est aussi un curseur pour voir à quel degré l'humanité tout entière s'émancipe. Parce qu'elle ne sera jamais émancipée si toute une partie ne l'est pas. C'est pas possible. En l'occurrence, une partie, plus de la moitié. Donc, quelque part, c'est un curseur. C'est un petit peu comme dans une société, quand vous voulez essayer de mesurer, enfin ça c'est moi, hein, ça n'engage que moi, quand vous voulez essayer de mesurer son taux de solidarité ou d'humanité, vous regardez, une société productiviste, hein, vous regardez un petit peu comment on s'occupe de ceux qui ne peuvent pas produire. Parce que leur santé ne leur permet pas, santé mentale, ce genre de choses, vous regardez un petit peu comment ils se traitent. Et la qualité de leur traitement vous donnera une information sur le niveau de solidarité de la société. Et bien finalement, la lutte pour l'émancipation des femmes a toujours été, je crois, un curseur de ce genre de choses. Voyez ? Alors, je rebondis également sur ce que Richard vient de dire à l'instant à propos de la laïcité. Attention, on utilise énormément la laïcité, mais voyez-vous, sitôt qu'on l'utilise, c'est plus du tout de la laïcité. Vous voyez ? Par exemple, les prières dans la rue. On a dit souvent c'est un problème de laïcité. Non, c'est pas du tout un problème de laïcité. Un problème de circulation. Certainement, si ça pose un problème de circulation dans la rue, oui, d'accord. Mais c'est pas un problème de la laïcité. La rue n'est pas neutre. Si la rue était neutre, comme les lieux d'exercice de la puissance publique, oui, eh ben alors, si elle doit être neutre, on rase les églises, on rase les mosquées, on ne peut pas se balader avec un t-shirt la religion et l'opium du peuple, Karl Marx, on n'a pas le droit. Non, la rue n'est pas neutre, la rue est tolérante. Pour une raison toute bête, c'est que quelqu'un qui porte une kippa ou ce genre de choses dans la rue n'assujettit pas ma liberté à la sienne. Je peux changer de trottoir. En revanche, dans l'espace exigu d'une salle de classe, et parce que c'est l'école,
et parce que l'individu doit se constituer, là ça pose un problème. On ne peut pas sortir. On a le même problème au travail, hein, sur les open space, ce genre de choses. Et contrairement à tout ce qu'on peut dire actuellement, c'est fort en vogue, la réforme du Code du travail, il n'y a pas de laïcité, de neutralité aujourd'hui dans les entreprises privées. Il n'y en a pas. Ça ne s'étend pas là. Hein. Donc on utilise la laïcité, effectivement pour en profiter pour faire du racisme. Alors le Front National qui utilise la laïcité, alors ça c'est... Alors pas de problème, on les voit arriver, oui, donc en fait on est laïque, on est contre les musulmans, oui d'accord, bon bah écoute, c'est bien, toi tu t'en vas, t'as rien compris, tu reviendras jamais d'ailleurs, c'est pas... Voilà, non, mais non, c'est complètement, ça n'a rien à voir. De même, on confond laïcité et athéisme. Écoutez, non, un laïc n'est pas quelqu'un de forcément athée, un humaniste athée, non. Il y a des laïcs qui sont complètement catholiques, il y a des laïcs qui sont protestants, il y a des laïcs qui sont agnostiques. C'est pas du tout le problème. Le problème, c'est de réussir à faire un choix. Liberté absolue de conscience. Je rebondis aussi un petit peu sur quelque chose qui était dit juste avant. L'être humain se met en société, non pas pour produire l'égalité, mais pour réussir à faire coexister, pour être libre. Sûreté, liberté, pour être libre. Et il ne peut pas être libre s'il n'y a pas d'égalité en droit. Ça c'est clair. Voilà, donc voilà. Merci. Bonsoir. Avant de poser ma question, je vais vous apporter peut-être une info qui vous rassurera peut-être sur les femmes et le terrorisme. J'ai assisté à une réunion tout à l'heure avec la DGSI qui ont arrêté un groupe de femmes dans le Nord-Pas-de-Calais qui préparaient un attentat. Donc les femmes terroristes, ça arrive aussi. C'est bien. Pas contre les hommes. Comment? Pas contre les hommes. Non, je pense que non. Sinon, ma question, c'était, selon vous, existe-t-il un profil psychologique de la femme victime? Parce que moi, dans mon travail, j'ai déjà rencontré des femmes qui sortaient d'une situation de violence conjugale et qui, au final, repartaient avec un homme et qui reproduisait ce même schéma. Alors qu'on aurait pu se dire, elle prend ses jambes à son cou et elle fuit. Et pourtant, elle y retourne, en quelque sorte. Ou en tout cas, se retrouve dans ce schéma-là. Donc, est-ce qu'à la base, il y a un profil psychologique qui n'est absolument pas de l'ordre des distinctions sociales, d'âge, ou peu importe, mais... Non, mais je pense qu'elle a dû subir des violences ou être témoin de violences en ce moment. En fait, c'est un processus où on remarque que les auteurs et les victimes ont un passif de violence dans leur vie où finalement c'est la loi, c'est naturel. La vie, enfants, ils ont vécu dans un climat de violence, donc pour eux c'est ce qui représente la norme. Donc souvent ces femmes, je disais tout à l'heure, qui se remettent à quelqu'un, c'est pas elles qui génèrent par leur attitude psychologique la violence, mais elles vont avoir tendance, de façon un peu inconsciente, à aller vers les gens qui représentent un danger pour elles, vers justement les auteurs de violence. Donc, c'est pas une question de force de caractère. Non, là-dessus, le caractère, franchement, c'est... On a la chance, quand on n'a pas été victime, de ne pas être victime, donc ça permet de se dire finalement, oui, moi j'arriverai à résister, mais quand on étudie un peu leur parcours, je ne connais pas de caractère qui arrive à passer. Soit, par exemple, ceux qui subissent une première violence, il y a deux réactions. Il y a ceux qui vont partir tout de suite. Eux, ils sont dans un concept normal, de vie normale. Celui qui a été témoin de violence, etc., ne va pas avoir cette démarche. Souvent, il est déjà atteint. Donc, c'est pas une question de force de caractère, voilà, ça fait partie de son processus. Donc, il est moins défensif. Si vous êtes avec quelqu'un et qu'il arrive un beau jour qui se lève, qui met une baffe, il y a plein qui vont partir. Mais ce ne sont pas ceux-là, en général, ont vécu normalement. Ceux qui ont vécu des violences dans la jeunesse, ils s'en remettent jamais. C'est pour ça que c'est important de considérer. Maintenant, c'est vrai qu'on prend les victimes de femmes en premier, mais les enfants font partie de la démarche thérapeutique, parce que c'est sûr qu'eux vont avoir des problèmes plus tard. Merci. C'est ce qu'on appelle en systémique, en fait, le programme officiel.
ou la carte du monde, puisque Caïn a écrit si tu m'aimes, ne m'aimes pas. C'est-à-dire qu'ils sont dans cette croyance, si tu m'aimes, tu me tapes, si tu ne me tapes pas, si tu m'aimes pas. C'est pas une question de corps, c'est de force caractère. Non, non. Je assiste à pas mal de colloques, je sais peut-être pas le rapport, mais je voulais le dire. Par rapport à la femme qui se fait violer, l'ambivalence qu'a la femme qui vient de subir un viol, où des fois on n'est pas sûr, finalement, elle n'a pas été un peu participative, ou elle n'a pas incité, c'est toujours le terme de beaucoup de choses qu'on entend. Voilà, finalement, elle a peut-être un peu généré le fait d'avoir des violences. Est-ce que ce sont vraiment des violences? Est-ce que, bon, ces trucs-là, j'étais avec un type qui s'appelle Gérard Lopez, qui fait de la traumatologie, l'Institut de trucs post-traumatiques à Paris. Et donc, lui, il a une idée qui est pas mal, justement, celle qui est victime de violence. Quand on est victime d'un viol, donc on est complètement chosifié par l'auteur, on n'existe plus en tant que personne. Il nous viole comme une chose. Et le fait de faire passer l'idée qu'on a peut-être été un peu participatif, c'est de se rapproprier un peu de personnalité, de libre arbitre. Donc j'ai été violé, oui, mais voilà, c'est vrai que j'ai peut-être fait ça. Ça redonne, on n'est plus complètement une chose. On reprend un peu d'humanité. Donc c'est ce qu'il faut expliquer aussi pourquoi des fois les femmes qui sont victimes de viol mettent un petit peu à mal la défense parce qu'on a l'impression qu'elles sont un peu actrices, proactives. Façon d'exister. Ouais. Quelqu'un. Encore des questions? Bon, bah, il n'y a plus de questions du tout. La parole circule, hein? Non? Bon. Alors, écoutez, j'espère que vous êtes sortirez de cette soirée enrichie. J'espère que vous avez passé un moment agréable, c'est pas le terme, mais disons enrichissant. Voilà, je vais le redire, enrichissant. Alors aujourd'hui, c'est toujours pareil en termes de laïcité, puisque j'en parlais tout à l'heure. Vous comprenez bien qu'on utilise, on instrumentalise, pourtant elle est la base d'une république, mais une res publica, c'est-à-dire la chose publique, la chose pour tout le monde, à tout le monde et par tout le monde. Et pourtant on l'utilise, on la proclame. On essaye de lui faire jouer la juxtaposition de communauté. Vous savez? Non? Une et indivisible, et laïque. C'est comme ça qu'il faut. La juxtaposition de communauté, ça mène toujours à faire jouer les communautés entre elles, et ça mène à la guerre, quoi qu'il arrive. Régis Debray a bien expliqué. Oui. Régis Debray fait aussi un peu partie de l'ADN philosophique de l'UFAL, évidemment. Alors, nous à l'UFAL, effectivement, on fait des conférences, on se mobilise, on a un chantier à Grande-Sainte chez les, entre guillemets, migrants, parce que ce sont des familles. Il y a aussi des problèmes de laïcité. Voyez-vous, si il n'y a pas des associations laïques sur le terrain, on aurait construit une école protestante. Ah ouais. Eh ben non, on fait une école laïque. D'ailleurs, l'école laïque du chemin des Dunes dans la jungle de Calais, elle existe bien encore, mais sans rien autour, c'est ça, donc ça sert à rien. Non mais voilà. Et donc, nous, on est sur le terrain là-bas. On est sur le terrain également quand vous avez l'UOIF, donc en gros c'est les frères musulmans, la branche extrémiste, vous voyez, qui louent le Grand Palais à Lille, donc ils sont pour la lapidation des femmes, par exemple. Je peux vous l'expliquer, car Ramadan est un des intervenants. Et vous voyez, il y a toute une espèce d'utilisation de la chose, même par des personnalités en vogue, des personnalités lilloises notamment, je pense à quelqu'un en particulier, qui disent non, moi je vais au congrès de l'UOIF, j'ai toujours dû avoir la parole, ils sont d'accord pour le débat. Non, moi je ne vais pas au congrès de l'UOIF. Je refuse catégoriquement de m'asseoir à une table et mener un débat avec quelqu'un qui est pour la lapidation des femmes. Et c'est tout. Ça ne va pas plus loin. Le raciste, je ne débat pas avec lui. Je l'écrase.
si possible devant caméra et si possible devant tout le monde. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un stade supérieur de la tolérance, et je vais m'arrêter là, qui est l'intolérance envers l'intolérance. Voilà. Merci à toutes et à tous, et puis bonne fin de soirée. À bientôt.